Bonsoir à tous et à tous. Avant que j'accueille notre premier speaker de la soirée, j'aimerais bien qu'on remette un peu dans le contexte le domaine spatial, à la fois d'hier et d'aujourd'hui. Il faut imaginer qu'en 1957, l'URSS envoie le premier satellite artificiel autour de la planète, qui s'appelait Sputnik. Un an après, on a les Américains qui envoient leur, qui s'appelle Explorer 1. Et c'est les Russes qui enverront le premier homme dans l'espace avec Yuri Gagarin. Finalement, c'est les Américains qui réussiront la course à la Lune, avec en 69 Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui poseront le premier pas sur la Lune. Et tout ça, toutes ces innovations, elles sont arrivées en très peu de temps, notamment grâce à un facteur qui était la guerre froide, avec la tension entre les US et l'URSS. Et si on regarde un peu, nous, Européens, nous on n'arrivera qu'en 75 avec la création de l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Finalement, si on regarde un peu le domaine spatial avant les années 2000, on se rend compte de deux choses. Le premier, c'est qu'il n'y a que deux types d'acteurs, les États et les agences gouvernementales. Et le deuxième, c'est que ça coûte extrêmement cher. On est environ à 150 milliards de dollars pour la mission Apollo. Et 1 heure d'un astronaute sur la Lune, à l'époque, ça coûtait 500 millions de dollars. Et donc, toutes ces problématiques et ce contexte-là, ça a amené à d'autres acteurs du domaine spatial qui sont nés, qu'on pourrait appeler des startups spatiales. Vous connaissez tous Blue Origin en 2000, SpaceX en 2002, et après en 2004, Virgin Galactic par Richard Branson. Eh bien, ces nouveaux acteurs, ils ont amené une nouvelle ère du domaine spatial qu'on appelle le New Space, en comparaison un peu au Old Space dont j'ai parlé au début de mon pitch. Et ça a créé beaucoup d'entreprises et d'innovations dont on est tous fans. On a tous regardé les lives de SpaceX sur YouTube quand ils ont réussi à faire atterrir leurs 2 fusées. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème-là, pour comprendre pourquoi les entrepreneurs d'aujourd'hui sont investis dans l'espace, qu'est-ce que le New Space va permettre de changer dans nos vies, et pas que pour ceux qui iront dans l'espace, quels sont les enjeux, et également quelles sont les dérives de ce domaine-là. Et pour commencer ce soir, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Nicolas Zibel, CEO de OneWeb. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. On va juste attendre que la presse arrive dans 5 secondes. Il n'y a pas de problème. Je vais attendre que la présentation arrive pour me présenter un petit peu. D'abord, je suis très content d'être là. Je ne connais pas Nantes, il fait un temps magnifique, donc c'est très bien. Merci. Donc, avant de rentrer dans le domaine de la Space Tech, j'étais dans le domaine des télécoms, je passais 15 ans dans les télécoms. J'ai d'abord été dans une entreprise où j'ai monté un certain nombre d'activités. Je les ai montées en Amérique latine, j'ai monté ensuite aux US. Je me suis retrouvé à diriger une boîte chinoise avec 10 000 personnes dans mon équipe, donc j'étais CEO d'une entreprise en Chine, une expérience très très Et puis quand j'ai entendu parler de OneWeb, j'ai voulu entrer. Et OneWeb, c'est une start-up, mais c'est une start-up d'un domaine un petit peu particulier, le domaine de la Space Tech, et d'une taille un peu particulière. Et vous verrez tout à l'heure, quand on parle de chiffres, quand on parle de Space Tech, on parle de très gros chiffres, et c'est un domaine qui est technologiquement complexe, avec beaucoup d'enjeux. Il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux réglementaires, il y a des enjeux commerciaux. Excusez-moi. Et on va essayer de voir un petit peu quels sont ces enjeux, comment ça fonctionne, et surtout à quoi ça sert. Alors, voilà, je crois que j'ai le pointeur ici. Vous voyez bien la présentation, vous m'entendez bien? Alors, voilà, si je peux passer au slide d'après, ça serait bien. Alors, OneWeb, qu'est-ce que c'est? OneWeb, c'est le premier réseau spatial de communication broadband, donc à très forte capacité, qui va permettre de couvrir l'intégralité de la planète et qui va permettre d'apporter l'Internet à tout le monde. Et qui va permettre de fonctionner sous un système qu'on appelle une constellation. Donc, à chaque fois que j'utilise des termes, et vous pensez que les termes vous ne connaissez pas, vous n'hésitez pas à lever la main en disant c'est trop technique ou c'est trop compliqué, j'ai aucun problème pour l'expliquer. Il y a beaucoup d'acronymes, et la plupart des acronymes en plus sont en anglais, donc je vais essayer de faire un effort pour soit les traduire, soit les expliciter. Donc c'est un... Non, il n'y a pas de problème, asseyez-vous. Donc c'est une constellation qui apporte de l'Internet haut débit et qui va permettre de connecter l'intégralité de la planète, à condition bien sûr de pouvoir et d'en avoir envie. Alors, pour expliquer tout de suite une chose, quand vous avez un smartphone, vous ne connectez pas directement au satellite. Parce que c'est une question qu'on m'a posée hier, j'étais dans un forum un peu équivalent hier, on m'a dit mais donc ça veut dire que où je vais être dans le monde, je vais pouvoir avoir mon smartphone et ça va marcher? Donc la réponse est non. C'est pas des systèmes qui connectent directement le satellite à un smartphone, ça connecte le satellite à une antenne, et l'antenne permet de connecter le smartphone. Et on verra où se met l'antenne, quel type d'antenne on peut avoir, comment ça va marcher. Donc il n'y a pas de risque que vous puissiez partir en vacances et dire j'aimerais bien être tout seul, j'aimerais bien ne pas être connecté.
vous pouvez rester seul et vous pouvez rester non connecté si vous le souhaitez. Parce que ce n'est pas un système qui va connecter tout le monde, c'est un système qui va connecter des antennes. Il faut qu'on ait choisi d'avoir cette antenne pour que ça marche. Alors, excusez-moi. J'ai un petit peu de mal avec le... Voilà. Alors, notre vision, c'est d'apporter Internet partout et pour tous, de façon à ce qu'on puisse apporter un monde où on puisse être connecté. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que j'imagine, si je demande dans cette salle qui a un smartphone, ou surtout qui n'a pas de smartphone, il n'y a aucun bras qui va se lever. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le globe, il y a à peu près 7 milliards d'habitants, il y a la moitié de la population qui n'est pas connectée à Internet aujourd'hui. Et un autre chiffre qui va vous surprendre, c'est que par rapport à il y a 5 ans, le pourcentage de la population mondiale qui est connectée, contrairement à ce que tout le monde dans cette salle pourrait penser, le pourcentage diminue. Alors, je suis sûr que vous êtes tous persuadés que le pourcentage augmente. Et pourquoi le pourcentage diminue? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans certaines zones du monde, et c'est dans les zones où il y a la croissance démographique la plus forte. Donc même si vous êtes tous connectés, il y a une très forte population qui n'est pas connectée. Donc quand on parle de la moitié de la population mondiale qui n'est pas connectée, on parle de 3,5 milliards à 4 milliards de personnes non connectées. Alors pourquoi elles ne sont pas connectées? Soit parce qu'il n'y a pas de réseau, soit parce que ça coûte trop cher, soit parce que c'est compliqué, soit parce qu'ils n'y voient pas l'intérêt. C'est une somme des différents facteurs. Ce n'est pas que le fait qu'il n'y ait pas de réseau télécom. Mais il y a plus de la moitié de la population, et ce pourcentage augmente, donc c'est très important d'avoir ça en tête. Et pourquoi c'est important? Parce que on parle de Nantes Digital Week, on parle de digitalisation de l'économie. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idée, c'est de faire en sorte que le maximum de gens puissent contribuer à la révolution digitale, au monde digital. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas quelque chose qui est partagé par tout le monde. Notre vision, c'est de faire en sorte de le faire partager par le maximum de gens. Et en particulier, on a une mission qui est claire. J'ai un peu du mal avec le... Elle est où la... Là-bas, exactement. Sur la vitre, voilà. Voilà. Excusez-moi. Et on a un moyen d'y arriver, on a une mission en tant qu'entreprise, on a une vision et on a aussi une mission, c'est de faire en sorte que l'intégralité des écoles de la planète puisse être connectée. Il y a énormément d'écoles dans le monde qui ne sont pas connectées. On parle de centaines de milliers d'écoles non connectées aujourd'hui. On a démarré avec un programme avec un certain nombre d'écoles et on va faire en sorte que notre système puisse connecter le maximum d'écoles. Autre chose qui est également importante dans notre programme, c'est que quand on parle de constellation, on parle donc d'envoyer beaucoup de satellites dans l'espace. Il est très important, quand on envoie beaucoup de satellites dans l'espace, on puisse penser à est-ce que ça va polluer? Est-ce que ça va créer des débris? Est-ce que ça va faire en sorte de rajouter plein de, excusez-moi le terme, plein de saloperies dans l'espace ou pas? Donc il faut envisager que quand on envoie une constellation, il faut aussi prévoir le moyen de terminer la vie des satellites, de ce qu'on appelle les désorbiter. Donc on va les désorbiter en fin de vie. En général, un satellite, ça dure entre 7 et 8 ans. Et en fin de vie, on désorbite les satellites. Et c'est ce qui permet d'avoir un environnement spatial qui reste propre. Ce n'était pas le cas dans les années 70, ce n'était pas le cas dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000. Il a fallu beaucoup de temps pour que l'industrie spatiale se rende compte du fait qu'elle était en train de rendre l'espace une véritable poubelle. Et donc il faut maintenant du temps pour prendre conscience et maintenant gérer ce type de problème. Alors, OneWeb, ça devient concret. OneWeb, on a commencé à lancer cette année. On a lancé notre première, on va dire, premier bouquet de satellites. On a lancé 6 satellites. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on fait OneWeb, à quoi ça sert, et surtout pourquoi on pense qu'il y a une disruption, pour utiliser un mot bien français, qui est en train de se passer avec la Space Tech. Et pourquoi ces constellations arrivent maintenant? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la conjonction de 2 facteurs qui sont arrivés. Il y a des facteurs qui influent sur l'offre et des facteurs qui influent sur la demande. Vous avez une baisse du coût de lancement des satellites. Pourquoi il y a une baisse du coût de lancement des satellites? Parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs dans le monde du lancement. Si vous aviez posé la question il y a 10 ans, il y a 15 ans, vous aviez en gros Ariane, et éventuellement 1 ou 2 lanceurs américains. Et aujourd'hui, vous avez des dizaines de lanceurs. Vous allez dans les salons de lancement, vous avez même des fusées qui sont faites en 3D. Vous avez des petites startups qui sont lancées et qui font des fusées en 3D. Ils font un exemplaire de fusée entièrement en imprimante 3D. Ça va être lancé dans les mois qui viennent. Donc un coût du lancement qui baisse. Une autre chose aussi, c'est que vous avez un coût du satellite qui baisse. Il y a encore quelques années, les satellites, ça faisait à l'unité. Il fallait des années pour fabriquer un satellite. Et le coût unitaire d'un satellite, ça se comptait en centaines de millions de dollars. Là, on est en train de mettre en place un système avec l'aide d'Airbus, qui est notre partenaire,
et un système qui va faire en sorte que nos satellites coûtent $1 million pièce. Donc on baisse considérablement le coût du satellite. Et comment on fait ça? On met en place des usines qui fabriquent des satellites. On a ouvert notre usine il y a quelques mois, et on commence à sortir non pas un satellite tous les 2 ans, comme on faisait avant, mais 2 satellites par jour. Donc la conjonction de la baisse du coût du lancement et la baisse du coût des satellites et la fréquence avec laquelle on fait le satellite permet de faire des constellations. Et après, du côté de la demande, il y a 2 choses qui sont en train de changer. La première, c'est que la demande de connectivité explose. Il y a de plus en plus d'usages et de plus en plus d'applications. Excusez-moi. Et ensuite, du fait qu'on va être en orbite basse, et je vais vous expliquer plus tard ce que ça veut dire, ça permet d'ouvrir au monde du satellite des applications qui n'étaient pas possibles avant. Alors là, il y a un facteur qui est clé, c'est le facteur qu'on appelle de latence. Peut-être tous ont entendu parler de latence, c'est le temps qu'il faut pour que le signal fasse aller-retour avec le réseau. Donc quand vous êtes dans un réseau physique terrestre, vous n'en rendez même pas compte. Vous faites des interactions en permanence. Et quand vous êtes dans l'espace, les satellites qui étaient avant, qui étaient des satellites géostationnaires, mais ils sont très loin. Vous voyez sur ce slide, ils sont sur la partie droite, enfin pour moi en tout cas sur la partie droite du slide. Les satellites géostationnaires, qui sont des satellites classiques, étaient à 36 000 km. Donc le signal met beaucoup de temps à avancer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les opérateurs classiques ne peuvent faire qu'un certain nombre d'applications. Dès que vous arrivez proche du globe, comme OneWeb, mais aussi comme d'autres constellations qui sont en train d'être lancées, vous êtes capable de faire d'autres choses. Vous pouvez faire du cloud, vous pouvez faire du cloud gaming, vous pouvez faire des applications professionnelles, vous pouvez faire des interactions permanentes, vous pouvez faire la vidéotéléphonie. Toutes ces choses-là n'étaient pas possibles avec le satellite, maintenant ça devient possible. Et donc ça génère une demande plus forte en termes de connectivité. Alors, quand je vous ai parlé de start-up un petit peu particulière, regardez les chiffres que l'on a et les partenaires qu'on a sur OneWeb. Donc si on est une start-up, parce qu'on n'a pas de revenus, ça fait 5 ans que la société a été créée. Donc c'est la définition même du start-up, c'est d'avoir une activité avant même d'avoir commencé véritablement à faire du chiffre d'affaires. Mais c'est aussi une start-up d'une certaine taille. On a levé 3,4 milliards avec des partenaires de premier plan. Et donc il faut être dans un contexte avec des investisseurs qui sont prêts à comprendre l'enjeu, prêts à comprendre le marché, mais qui sont aussi prêts à être patients. Parce que les premiers investisseurs ont démarré il y a 5 ans, et on n'aura pas de revenus avant 2 ans. Donc au total, pour les investisseurs, ça fait 7 ans d'attente sur des montants qui sont considérables. Donc il faut avoir les reins solides. Donc qu'est-ce qu'on a comme partenaire? On a des partenaires de premier plan. On a SoftBank, que certains d'entre vous connaissent peut-être. On a Airbus, que j'imagine tout le monde connaît ici. On a des partenaires comme Virgin, des partenaires comme Qualcomm. Donc des partenaires qui sont à la fois des investisseurs, mais aussi des partenaires technologiques. Tout à l'heure, j'ai mentionné Airbus. C'est eux qui nous aident à construire les satellites. On a monté une usine en commun avec eux à travers une joint venture. Deuxième élément important, on fait une constellation. On va lancer une première phase de satellites avec 650 satellites. Et ensuite, on va avoir une deuxième phase qui va nous amener quasiment à 2000 satellites. On va être la première constellation opérationnelle autour du globe. Donc, vous entendez probablement des choses qui sont en train de se passer d'un certain nombre de concurrents. Il y en a un qui est très connu, qui est SpaceX, il y en a un autre qui est également très connu, qui est Amazon. Ils vont arriver après nous, on va être les premiers à arriver. Pourquoi c'est important d'être premier? Alors, au-delà du fait que ça fait plaisir à l'ego d'être premier, et que c'est bien dans les communiqués de presse, c'est un autre avantage, c'est si vous regardez la partie d'après. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la technologie, ça sert à une chose, mais si vous n'avez pas le spectre pour opérer, ou les bandes de fréquences pour opérer, vous ne pouvez rien faire. Vous avez, en France, vous avez un certain nombre d'opérateurs télécoms, Orange, SFR et d'autres. Ils ont tous des spectres pour pouvoir travailler. Donc un opérateur télécom dans l'espace, c'est la même chose. Il a besoin d'avoir du spectre pour travailler. Et pourquoi c'est important d'être en premier? Parce que les règles de définition du spectre dans l'espace, c'est en gros le premier qui a filé, donc qui a déposé son dossier, le premier qui opère dans l'espace est celui qui a le droit d'utiliser son spectre. Les autres arrivent après, et donc il peut y avoir des risques d'interférence, et c'est à eux de les gérer. C'est plus à nous. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc quand on dit qu'on est premier, au-delà du fait de nous faire plaisir, ça sert aussi à expliquer que ça va nous permettre d'opérer et de fonctionner. Le troisième avantage qui est important, c'est ce dont je vous expliquais tout à l'heure, c'est la latence. Et le quatrième élément, c'est la couverture. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans la SpaceX, c'est donc par définition c'est dans l'espace, mais jusqu'à aujourd'hui, les satellites ils étaient envoyés sur certains types d'orbites. Ils sont envoyés sur les orbites qu'on appelle géostationnaires. Donc c'est des orbites qui sont 36 000 km, qui ont un gros avantage, c'est qu'elles sont toujours face au même point du globe. Donc vous en avez un
Et donc vous avez, en fait, il bouge, mais il bouge à la même vitesse que la Terre, donc il va toujours arroser la même zone. Une constellation, comme elle est plus basse, elle va bouger. Nos satellites, ils bougent à 27 000 km/h. Donc, qu'est-ce que ça a comme inconvénient, que ça a comme avantage? L'inconvénient, c'est qu'en termes de techno, c'est beaucoup plus complexe d'avoir une constellation parce que vous êtes obligé de pointer les satellites. Vous verrez ça dans la vidéo qui va passer tout à l'heure. Vous êtes en permanence obligé de pointer les satellites, donc ça rend les choses complexes. Par contre, le gros avantage, c'est que aujourd'hui, si vous voulez avoir une connexion et que vous êtes en Alaska, l'Alaska, ça a deux défauts. Enfin, c'est un pays fantastique. Enfin, c'est un état fantastique, mais ça a deux défauts. Le premier, c'est que c'est très au nord, et le deuxième, c'est qu'il y a des montagnes. Donc, quand vous êtes très au nord et vous avez un satellite géostationnaire, l'angle de vision du satellite va être très mauvais. Donc, votre antenne va être très basse. Vous êtes obligé de baisser votre antenne. Et donc, le deuxième problème, c'est que quand vous avez une montagne, ça vous fait un obstacle, et donc vous n'avez pas de signal. Donc, le résultat, c'est qu'il est très difficile de servir les zones nordiques avec les satellites existants. Il faut des satellites qui soient au-dessus de la personne qui va le recevoir. Donc, une constellation comme la nôtre, elle passe au-dessus. Il y en a d'autres qui passent au-dessus. Mais nous, la première constellation qui va passer au-dessus, donc qui va permettre d'avoir un angle de vision important. Donc, une constellation, c'est un mélange de plusieurs choses. C'est un mélange de techno, d'être capable d'envoyer des satellites, d'être capable de gérer une constellation avec 150 satellites, du spectre, davantage sur les usages et davantage sur la façon dont ça va être opéré, la façon dont ça va fonctionner. Alors, si on peut passer la vidéo, ça va vous permettre d'expliquer un peu en détail. Alors, je suis désolé parce que la vidéo va très vite. Elle est en anglais également, elle va très vite. Donc, essayez de bien voir. Je pense que je ne sais pas très bien à quelle taille va être l'image, mais ça vous donne une bonne idée de comment le système fonctionne. Vous arrivez à lancer la vidéo? Elle arrive, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, la vidéo a disparu. Est-ce qu'on attend que la vidéo arrive? Est-ce que vous avez des questions? Oh, bah non. Il y a du son également en principe sur cette vidéo. The following animation shows components. En attendant, est-ce qu'il y a des questions ou des choses qui n'ont pas été claires? Oui? C'est une très bonne question, mais ça c'est la deuxième partie de la présentation. Mais j'y arrive dans 5 minutes. Dès qu'on a fait la vidéo, c'est le sujet qu'on va aborder. Donc là, il y a le son et pas l'image. Voilà. The following animation shows components of the OneWeb system design. Unlike geostationary satellites that operate at an altitude of 36,000 kilometers, the OneWeb system operates at 1,200 kilometers, resulting in significantly lower latency and better system performance. Our system will provide full global coverage, which is shown here. The gateways are shown here in red. The teardrops moving around illustrate the OneWeb satellites in orbit, which will communicate with the gateway infrastructure for connection to the internet. End users will connect to the satellites via OneWeb user terminals. As satellites pass over users, the terminals, represented here by a white dot, will hand off connections between beams and then to the next approaching satellite. The resulting connection and connectivity will provide high-speed access as shown in the download simulation here. Bon, c'était un peu court, j'espère que vous avez compris le principe.
Le principe est assez simple. Vous avez des satellites qui tournent en orbite, ce qu'on appelle en planes en anglais, donc des avions de satellites qui se suivent. Au sol, vous suivez les satellites. Et ensuite, le satellite redescend le signal vers des gateways, donc des stations de réception du satellite. C'est ce que vous aviez en rouge sur la vidéo. Donc je vais accélérer un peu, parce que ça fait longtemps que je parle. Et je vais essayer de ne pas prendre tout le temps de parole. Donc, voilà. Alors ça, c'est juste pour vous. Voilà, on va y arriver. Donc ça, c'est un slide fixe pour vous expliquer ce que vous venez de voir avec la vidéo. Vous avez la constellation donc, qui tourne autour du globe. Vous avez ces antennes au sol qui font un aller-retour avec la constellation. Et après, la constellation elle-même, elle redescend vers des gateways. Donc des gateways, c'est des stations qui sont au sol. Pour donner un peu une idée de ce à quoi ressemble une station au sol, c'est ça une station au sol. Ça, c'est une photo qui a été prise en Norvège, dans les îles Svalbard. Et donc, il y a, en l'occurrence, là, il y a 28 boules comme ça. Et les stations, on en a 40. Donc, le globe terrestre est couvert avec une quarantaine de stations comme ça pour recevoir l'intégralité du signal de l'ensemble des satellites. Et si on rajoute des satellites, il faut rajouter des antennes au sol. Voilà. Donc, je vais aller très vite pour aller à la conclusion. Là, vous avez ici une animation qui vous montre comment le service va être déployé. Donc, quelles sont les zones qui vont être couvertes avec la date. Et vous voyez en bas la légende, en fait, la couverture va très vite, parce qu'elle dépend du déploiement des gateways et du déploiement des satellites. Donc, on essaie de coordonner les deux au maximum. Et progressivement, on couvre l'intégralité de la planète. Mais ce n'est pas un sujet évident. Et après, il y a un autre sujet qui vient en plus de celui-là, c'est qu'il faut avoir le droit d'opérer dans l'ensemble de ces pays. Donc, une grosse partie de notre job, c'est d'obtenir l'autorisation de 220 pays pour avoir le droit d'opérer. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a des pays qui sont plus faciles que d'autres. Et je vous laisse deviner quels sont ceux qui sont plus difficiles. Ok, bon là je vais passer assez vite. C'est pour montrer que c'est quelque chose de concret, c'est un projet industriel concret. Oui. Alors c'est une très bonne question. Un pays n'est pas propriétaire de ce qui se passe au-dessus de lui. Par contre, un pays doit vous donner l'autorisation d'opérer dans le pays. Donc il y a des pays comme l'Europe qui a ce qu'on appelle un Open Sky Policy, donc il y a une politique de ciel ouvert. Donc il suffit juste de remplir un papier pour vous donner l'autorisation. Il n'y a pas de raison de vous empêcher de le faire. Par contre, il y a des pays qui sont très complexes, et je vous laisse deviner lesquels, sur lesquels c'est beaucoup plus compliqué d'avoir l'autorisation. Mais vous n'êtes pas propriétaire. Et le spectre, c'est un bien commun, mais en l'occurrence dans l'espace, un bien commun qui est partagé par l'ensemble de la planète. Et là, il y a des forums qui sont gérés par un organisme qui s'appelle l'ITU, et qui définit, un petit peu comme les Jeux Olympiques, comment les choses vont se faire. C'est tous les 4 ans, un pays, une voix, et définit les règles d'utilisation du spectre à l'intérieur de ce forum. Oui. 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 Alors c'est une excellente question, parce que il y a 2 éléments dans ces questions. La première, c'est que il y a beaucoup de pays qui ont déjà leur satellite géo, et ils ont peur qu'avec notre constellation qui passe en dessous, on crée des interférences. Donc une grosse partie de notre boulot, c'est de leur expliquer que ça ne va pas créer d'interférences. Et comment on fait pour ne pas créer d'interférences? On a inventé une technologie qui s'appelle Progressive Pitch, qui fait qu'en sorte qu'au moment où le satellite va passer sous le faisceau du satellite géostationnaire, le satellite pivote, s'arrête, passe dans la zone d'émission, se repivote et redémarre après. Et comment on fait pour couvrir dans la zone en question? Eh bien, nos satellites changent l'angle dans lequel ils envoient leur signal, et ça permet de couvrir en biais, de façon à ne pas créer d'interférence avec ce qui vient du satellite géostationnaire. Donc c'est un peu complexe. Sauf qu'il faut faire ça en permanence, avec 650 satellites sur l'ensemble du globe, 24 heures sur 24. Oui. Ben là, ouais, presque j'allais faire ça, mais c'est un peu la lumière qui m'arrive dessus. Tout est entièrement électrique. Donc vous avez les satellites, il y a des moments où ils émettent, donc ils se déchargent, il y a des moments où ils se rechargent, et je suis en train de perdre la batterie, il y a des moments où ils se rechargent au travers de l'énergie solaire. Il reste 1 minute, donc je vais terminer sur la dernière minute. Et donc la question qui était comment on fait le pricing, le pricing dépend du type d'application
que l'on a avec notre service. Donc on peut avoir des applications aériennes, des applications maritimes, des applications de défense ou des applications liées aux entreprises. Et donc la tarification et ce qu'on vend va dépendre de ceux à qui on vend et de l'endroit ou de la géographie, de l'environnement concurrentiel de ces différents marchés. Ce qui est très important de comprendre, c'est que notre système couvre en particulier les océans, qui a beaucoup de capacité au-dessus des océans. Donc nous, on a un vrai focus pour les avions et pour les bateaux. Et donc il faut que ça marche. Il y a beaucoup d'avions qui ne sont pas connectés, donc nos objectifs, c'est en particulier de connecter les avions. Et là, il y a un pricing particulier qui dépend aussi, évidemment, du coût des antennes. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation, c'était un peu court. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent d'un peu partout, je ne sais pas si je peux y répondre encore. Vous aurez le temps juste après de les poser. Parce qu'il y aura, alors attendez après pour y poser. Donc voilà, en tout cas, j'espère que c'est clair. En tout cas, c'est une introduction sur ce que c'est et le côté à la fois techno, réglementaire et les enjeux commerciaux. Voilà. Bravo, merci à vous. Vous le retrouverez sur scène dans 20 minutes. Je fais un petit point. Pensez à tweeter aujourd'hui avec le hashtag MUNANT18 et Nantes Digital Week. Et je vais tout de suite accueillir les deux autres speakers, donc Jonathan et Clément de Unseen Lab. Faut les applaudir. C'est coupé là ou pas? Bonsoir. Bonsoir. Du coup, merci d'être là déjà, et puis de nous donner l'opportunité de présenter Unseen Labs. Alors c'est aussi une startup du New Space, mais on n'a pas grand-chose à voir en termes de taille, volume, chiffres avec OneWeb. Ni de marché. Ni de marché. Mais voilà, à notre échelle, on va vous montrer qu'il y a les très grosses startups du New Space, et il y a aussi les tout petits. Nous, par exemple, on a fait le projet à 6 personnes. Et donc voilà, on va faire un petit peu un brief de comment on a fait tout ça et vous expliquer le... Mais ceci dit, la définition de startup reste la même. Pas de revenus pendant quelques années, en espérant beaucoup de revenus. Voilà. Ça marche. Très rapidement, on va se présenter. Donc moi, c'est Jonathan, on est frangin, je suis l'aîné. Enfin, il y en a un autre au-dessus, mais voilà. Donc moi, mon parcours, c'est école d'ingénieur, Supélec, et après je travaillais dans les télécoms aussi. Et après, je suis allé rapidement travailler dans l'industrie du spatial, donc qui en France, pour l'instant, se passe beaucoup à Toulouse. Donc pour Airbus Defence and Space, donc je connais très bien la maison. Et donc j'ai travaillé sur des systèmes optiques, donc des images de l'imagerie telle qu'on peut voir sur Google Earth, et des systèmes un peu plus spéciaux qui font un peu le cœur du métier d'Unseen Labs maintenant. Et donc moi c'est Clément, je suis le petit frère. Je travaillais aussi dans le spatial, donc ma formation c'est ingénieur aussi dans l'aviation civile à Toulouse, dont j'étais expert en trafic aérien et système critique de trafic aérien. J'ai travaillé quelques années dans la R&D à Toulouse de l'aviation civile. Puis j'ai cherché un domaine un peu plus excitant et un peu plus pushy que l'aviation civile, donc j'ai basculé dans le spatial. Je travaillais pour le CNES pendant quelques années sur le développement des futurs systèmes de contrôle et commande satellites. Donc c'est en gros comment on parle et on discute avec un satellite en l'air. Ce qui faisait qu'à deux, on avait un spectre à peu près complet d'une mission satellite simple. Et il y a quelques années, on s'est dit, voyons ce qui se passe à l'étranger dans le monde du New Space. Parce que des choses arrivaient notamment des États-Unis, et les premières boîtes purement privées qui devenaient opérateurs de satellites grâce à une technologie qui s'appelle les cubes satellites. On vous en dira un petit peu plus tard, mais qui sont en gros des très petits satellites. Là, on parlait de satellites OneWeb qui sont déjà des satellites assez petits. Nous, on est plutôt de l'ordre d'une dizaine de kilos. Et donc, en voyant ce qui se faisait à l'étranger et que ça fonctionnait, et voyant qu'il y avait peu d'initiatives en France, on s'est dit tentons l'expérience. Donc on a commencé par rentrer en Bretagne, à la maison, parce qu'on connaissait bien l'écosystème de création d'entreprise, parce qu'on connaissait bien, c'est une grande ville de télécoms, mine de rien du spatial, c'est beaucoup basé sur les télécoms, les algorithmes et l'informatique de manière générale. Et donc voilà, on est rentré et puis on a lancé ça en 2015. Donc très rapidement, l'avancée du projet jusqu'aujourd'hui. Donc comme on a dit, création de la boîte en 2015 à 2. Très vite, on a lancé les travaux de R&D,
sur un sujet un peu particulier, parce que Jonathan a été expert de ce qu'on appelle le renseignement électromagnétique. Peut-être que tu peux Oui, donc je peux expliquer rapidement. Donc les satellites, donc nous on fait de l'observation de la Terre. Donc il y a deux grandes branches dans le spatial. Il y a les télécommunications, télécommunications et l'observation de la Terre. Après il y a tout ce qui est science, exploration du système solaire, GNSS qu'on appelle un petit peu tout ce qui est GPS, tout ça. Donc nous on est sur l'observation de la Terre. L'observation de la Terre, on peut prendre des images, mais on peut aussi capter d'autres types de signaux. Nous, on capte des signaux radiofréquences, donc tous les objets qui émettent des ondes radio dans toutes les bandes de fréquences, et ce qui nous permet de faire de la localisation d'émetteurs au sens général. Voilà. Donc la charge utile, au lieu d'être un télescope ou un appareil photo qui prend des images, notre charge utile est composée d'antennes qui captent des signaux radio et qui les enregistrent, sur lesquels on applique des traitements et qui nous permettent de rendre un service, donc différents services. Donc voilà, du coup, en gros, le cœur d'Unseen Lab, c'est vraiment le design, la production et l'opération en orbite de charge utile de renseignement électromagnétique. Donc c'est-à-dire que c'est un projet d'ingénieur, c'est-à-dire qu'on segmente bien, on fait ce qu'on sait faire. On sait faire du renseignement électromagnétique et de l'opération satellite. Typiquement, on ne développe pas les plateformes satellites. On y reviendra après. Donc pour ça, on s'est entouré des experts du domaine. Chacun a bien son domaine précis de travail. Et nous, c'est la charge utile. Donc en 2015, on a lancé directement les travaux de R&D. Dès 2016, en fait, ça c'est un petit peu vous expliquer que l'écosystème français est mine de rien pas si défavorable que ça à la création d'entreprises. C'est que 2016, on a eu un gros coup de pouce du ministère de la Recherche. On a gagné un concours qui nous a permis de financer pendant 3 ans en interne la R&D sans avoir recours à du financement bancaire, par exemple, ou de la levée de fonds. Et on a concrétisé comme tout ça parce que ça reste du spatial à pas trop cher, mais il s'agit de mettre des satellites dans l'espace. Donc il s'agit de dépenser 500 000 € de kérosène en 3 minutes. Pour faire le plein, quoi. Pour faire le plein. Et ça, les banques aiment pas trop financer ça, étonnamment. Donc on a fait en 2018 une levée de fonds. On a levé 7,5 millions d'euros pour pouvoir déployer les premières étapes de notre constellation. Donc voilà. Donc on parle d'une technologie, d'une volonté de faire du renseignement électromagnétique depuis l'espace via une société privée. Mais quand on veut être privé, indépendant des États ou d'argent public, il faut que tout ça soit basé sur un business model, mine de rien, qui, au bout d'un moment, permet de faire vivre la boîte. Donc on avait une capacité, on avait des connaissances, et l'idée c'était à quoi est-ce qu'on peut l'appliquer, quel marché est assez dynamique en ce moment pour accepter de nouvelles données spatiales, et surtout quel marché on a besoin. Donc en gros, notre filière technologique de R&D nous permet de faire plein de choses. On a choisi un premier marché qui est mine de rien assez facile à expliquer, qui est peu adressé et qui a une forte dynamique. Donc c'est quand même un bon marché pour commencer. Donc c'est la surveillance maritime. La planète est grande, elle est de plus en plus petite au vu de notre perception tous les jours, mais en fait elle reste très grande, en particulier dans les océans. Et donc il y a quand même pas mal de choses qui se passent assez loin de nous et avec peu de contrôle. Donc comment ça fonctionne la surveillance maritime pour l'instant? Il y a un vieux système qui s'appelle l'AIS qui à la base permet de faire de l'anti-collision entre les navires. Donc ils échangent des signaux radio avec leur nom et leur position. Ça leur permet d'éviter de se rentrer dedans. Et ce système-là a été utilisé depuis une dizaine d'années, on va dire, pour ces messages-là entre bateaux, ils sont captés depuis l'espace par des satellites qui captent l'AIS et qui leur permettent de localiser les navires. Alors c'est basé sur les bonnes conduites des capitaines et des armateurs en général. C'est-à-dire que si cette balise est coupée, le navire il est beaucoup plus difficile à repérer. On peut toujours utiliser des systèmes optiques, faire des belles images haute résolution, sauf que ces images-là elles sont toutes petites et quand il y a des nuages, on voit rien. Et entre différencier un petit navire d'un rocher avec une vague, c'est pas encore très facile à faire. Donc nous, on s'est dit, on va utiliser d'autres types de signaux émis par ces navires, dont on ne parlera pas là, même on répondra pas à la question, qui nous permettent de localiser ces navires et de les caractériser. Voilà, donc ce qui fait la base d'un beau service de surveillance maritime un peu innovant. Alors le principe, c'est pas de dire qu'on fait mieux que toute la surveillance maritime existante, c'est une donnée et un service qui est complémentaire à ce qui existe déjà et qui résout des problématiques.
Donc juste très rapidement quelques chiffres sur l'écosystème marin de manière générale. Ce dont on a peu conscience, c'est la quantité de fraude qui se passe dans les océans. Parce que comme le disait Jonathan, vu qu'on sait à peu près pas où sont les navires une fois qu'ils ont quitté les bords de côte, il y en a pas mal qui en profitent pour faire ce qu'ils veulent. Des choses un peu marquantes, c'est un poisson sur 5 que vous mangez, même en France, provient de la pêche illégale. Donc quand on parle de sauvegarde des ressources naturelles actuellement, c'est une vraie catastrophe dans les océans. Et il y a des pays du monde où c'est encore pire qu'ici. Le dégazage aussi, c'est un gros problème. Les bateaux qui profitent des zones un peu troubles pour nettoyer leurs cuves. Il y a eu des cas concrets cet été. Il y a un bateau qui a fait naufrage au large de Bordeaux, par exemple, avec une nappe de pétrole attendue pour 5 jours plus tard. On s'est rendu compte que les nappes de pétrole sont arrivées une journée plus tard. En gros, tous les bateaux du coin en ont profité pour venir dégazer dans la zone et en faisant passer leur pollution par la pollution accidentelle. Donc ça, c'est le genre de choses qui sont totalement incontrôlables actuellement, ou d'une manière très compliquée. Et enfin, on se rend compte que 90% du trafic mondial passe par les bateaux, et c'est en constante croissance par an. C'est plusieurs dizaines de milliers de nouveaux bateaux de fret par an qui sortent des usines. Donc c'est vraiment un marché gigantesque qui est très peu contrôlé. Donc là, c'est pour revenir vite fait sur ce que disait Jonathan tout à l'heure. Oui, je vais répéter un petit peu. C'est repérer des navires, c'est soit par l'image, donc c'est les petites images. Quand on veut fouiller une zone, il faut tasquer un satellite, on appelle ça, pour faire une sorte de mosaïque d'images qui coûte cher et on n'est pas sûr de trouver en temps ce qu'on cherche. Il y a d'autres types d'images qui sont les images radar. Donc là, c'est le satellite qui émet une impulsion et qui récupère qui repère des masses métalliques en fait. Donc là, c'est indépendant de la météo, c'est un peu plus grand en termes de ce qu'on appelle la fauchée, c'est la largeur de l'image au sol, mais ça demande des analyses, et ça demande des humains dans la boucle encore pour l'instant, des spécialistes des images radar, parce que une image radar, ça ressemble à rien. Il faut des gars qui ont l'habitude de lire ça. Et donc, il y a de la place pour un nouveau type de données, qui est de surveillance électronique. Donc voilà, globalement pour résumer, ce que notre projet, le vrai projet d'Unseen Labs, le premier service qu'on veut ouvrir, c'est la surveillance maritime, en utilisant encore une fois une constellation de satellites. Donc nous, c'est en orbite basse, encore plus basse que les OneWeb, on est entre 500 et 600 km d'altitude, et sur une gamme de satellites qui s'appelle les nanosatellites, parce qu'ils sont d'un poids compris entre 1 et 10 kg. Donc pour la petite histoire, ce sont des satellites qui sont apparus en Californie au début des années 2000 dans les universités, qui ont été très utilisés pour des travaux universitaires, de recherche, de formation des ingénieurs, et qui maintenant sont assez au point pour être utilisés opérationnellement par des compagnies privées. Donc d'abord aux États-Unis, et maintenant en Europe, et puis nous, on en profite. Voilà, donc c'est vraiment juste un petit résumé. Oui, alors on peut préciser que c'est les petits satellites, c'est une petite boîte à chaussures, une boîte à bottes, mais en termes de performance, en fait, l'électronique a fait tellement de progrès en termes d'ordinateurs de bord, les panneaux solaires sont de plus en plus efficaces. C'est un petit satellite, mais c'est un vrai satellite. C'est-à-dire qu'au niveau performance, c'est comparable, ça commence à être comparable avec des plus gros satellites, pour un prix qui est une centaine de fois inférieur. Voilà. Donc ça fait pas tout le job, mais ça commence à faire une bonne partie du job. Et du coup, comme disait Jonathan, le prix commence à être accessible pour des PME comme la nôtre. En gros, si on se compare à une production industrielle classique, avec une grosse machinerie qui va coûter 1 ou 2 millions d'euros, on en est à peu près au même niveau. Ce qui nous permet à nous de déployer des constellations de quelques dizaines de satellites. On n'a pas les mêmes exigences de latence que la communication, donc on peut se permettre d'avoir des constellations un peu moins grandes. Mais voilà, c'est-à-dire que des projets de quelques dizaines de personnes peuvent opérer et lancer et déployer en orbite des constellations complètes, ce qu'on est en train de faire. Donc, pour l'histoire, on en reviendra après, mais donc notre premier satellite a été lancé cet été de Nouvelle-Zélande, donc avec Rocket Lab. On fera un petit point sur ça. Ce qui fait que, en fait, avec ce niveau technologique pressant dans l'espace, ça nous permet en moins d'un mois et demi de pouvoir ouvrir notre service commercial. C'est-à-dire que là, notre satellite il est en très bonne santé, tout se passe très bien, on parle tous les jours avec lui, et on peut déjà livrer à nos premiers clients dès le mois d'octobre 2019, avec un tir en août, les premières données commerciales, et commencer à engranger du chiffre d'affaires réel de notre service. Et il faut vraiment voir que c'est une sorte de record, parce que commissionner un satellite en 3 semaines et demie, ça demande de la préparation, et il faut que le plan se déroule correctement, et ça a été le cas. Donc pour l'instant, il n'a pas explosé, tout va bien. Et voilà, donc on est assez content. Donc c'était un peu les premiers, on n'a pas fait d'annonce publique encore, et ça va venir au niveau, mais tout fonctionne et le service va ouvrir. Donc c'est assez cool.
Et du coup, comme vraiment l'objectif, c'est d'avoir une constellation pour avoir la plus grande quantité d'informations à vendre à nos clients, et surtout de la quantité d'informations la plus fraîche possible. Voilà, les prochains lancements sont déjà prévus pour Q2, enfin deuxième trimestre de l'année prochaine. Et le plan, maintenant que la première étape, qui est un petit peu pour une toute petite société comme la nôtre, la plus importante, imaginons un crash du premier satellite, un échec. Alors c'est pas la mort de la boîte, mais c'est bien compliqué à justifier. Là, tout fonctionne bien, donc le plan va pouvoir se dérouler comme prévu. Les financements sont Et on peut dire un petit mot sur le cycle industriel aussi, qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment des toutes petites machines. Donc on profite un peu. Donc nous, on est, comme Clément le disait, on est des ingénieurs à la base. On fait ce qu'on sait faire et on fait un montage industriel, ce qu'on appelle. Et la deuxième génération de satellites est déjà plus que 2 fois plus performante que les premiers, parce que donc on utilise des composants qui ont fait leur preuve en vol. Et après, il suffit de brancher le fil rouge sur le fil rouge, le fil bleu sur le fil bleu. En gros, c'est ça. Et on va très vite en termes de techno. C'est aussi un avantage d'avoir ces petites machines. Donc voilà, maintenant pour la présentation de la boîte, c'est à peu près terminé. On va vous expliquer globalement l'écosystème du New Space, ce dont on a profité, un petit peu comment on a vécu ça. Donc, première étape, c'est quand on est 2 personnes en 2015 en France et qu'on va voir des incubateurs et qu'on leur explique qu'on va développer une constellation de satellites. Ça peut être compliqué à faire comprendre. Alors on le dit pas comme ça, parce que ça fait trop peur, donc on y va par étapes. Voilà, mais vraiment, c'est là où il faut surtout s'appuyer sur les écosystèmes existants, qui sont en France ou à l'étranger. Il faut toujours rester focus sur ce qu'on sait faire. L'idée, c'est pas de partir dans tous les sens. On insiste, mais vraiment, nous, la plateforme satellite, c'est pas notre métier, donc on achète des choses qui fonctionnent, ça permet de dérisquer le projet et d'avancer. Et voilà, c'est comme ça qu'on y arrive. Donc pour la petite histoire, la vidéo que vous voyez là, c'est la mise en orbite de notre satellite. Donc c'est la séparation du premier et deuxième étage. Deuxième étage qui contient les satellites, quelques minutes avant l'injection sur orbite. Donc, en gros, en quelques points qui nous paraissent importants, qu'est-ce que c'est que le New Space en 2019 ? C'est déjà des avancées technologiques. Comme disait Jonathan, nous, ce qu'on utilise dans nos satellites, c'est des équivalents de téléphones portables. Les satellites institutionnels, quelques centaines de millions d'euros, ils vont pas mettre les derniers processeurs que vous avez sur vos iPhones, sur vos données Samsung, parce que dans 3 ans, dans l'espace, ils sont morts. Sauf que nous, nos satellites vont vivre entre 3 et 5 ans, et ont un coût bien inférieur. Donc on peut se permettre de mettre ça, ce qui nous permet d'avoir étonnamment une vitesse de calcul relativement bien supérieure même à ce qui se faisait dans l'état de l'art il y a quelques années. Ça nous permet de communiquer vite, de faire de la process en ligne, en orbite, et de vraiment d'avancer sur ça. Et on peut faire un petit point sur la redondance. Un satellite, il faut pas qu'il tombe en panne, parce qu'un satellite de télécom, on en parlait à la première conf, un géostationnaire, c'est 80 millions de dollars de revenus par mois, ça doit être plus maintenant. Donc le satellite, il vit 1 mois de plus, voilà, en fait, l'équation. Donc les systèmes sont très redondants, on appelle ça la redondance interne. Nous, on mise plutôt sur la redondance externe, c'est-à-dire que nos satellites, ils coûtent pas cher, on peut en envoyer souvent, on avance technologiquement, on choisit les briques technologiques dans le flux de l'entreprise et du développement technologique. Donc c'est ça, c'est une approche différente. Donc après les autres points, on a un petit peu à parler, c'est la réduction des coûts. Il y a une chose qui est très importante, nous on en parlera très rapidement après, c'est l'accès plus facile à l'espace, parce qu'encore une fois, on va profiter des autres sociétés du New Space, comme Rocket Lab, qui développe des nouveaux types de lanceurs. Nous, par exemple, Rocket Lab, c'est une toute petite fusée qui fait une vingtaine de mètres, qui permet de mettre 150 kg en orbite basse. Ça intéresse pas du tout les gros industriels, mais pour nous c'est juste parfait. C'est des gens qui ont des cycles de travaux très courts. Avec eux, le travail se fait en moins de 6 mois, entre les premiers contacts téléphoniques et la mise en orbite. Donc c'est quelque chose de complètement inimaginable actuellement en spatial. Et voilà. Donc c'est vraiment, comme on le disait, on insiste, et utiliser l'écosystème mondial qui permet de faire ce qu'on a fait. Donc on va lancer un peu vite. Et l'écosystème français. Là, c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de choses en France, il y a des concours, il y a beaucoup de financement, de R&D, d'innovation, donc il ne faut vraiment pas négliger cette partie-là. Voilà, encore une fois. Oui, là, sur cette slide-là, on bandit sur l'écosystème vraiment du New Space, c'est-à-dire que Rocket Lab, c'est pas SpaceX, quoi. C'est des petites fusées, donc eux, ils font pas réatterrir leur fusée. Le carburant est trop cher pour eux. 1 kilo de carburant, c'est quelques grammes en moins en orbite, donc ils ont choisi des approches différentes. Il y a encore de l'innovation en termes de réutilisabilité.
Et donc eux, ils ont choisi une approche technologique différente, c'est récupérer leur premier étage avec un parachute, un hélicoptère. Donc voilà, c'est pour vous dire que même, enfin, ça continue à bouger et c'est le new space, quoi. Pour la petite histoire, tout à l'heure, on parlait d'impression de fusée. Eux, typiquement, ils impriment leur moteur de fusée entièrement en 24 heures. Donc c'est juste, voilà, ils appuient sur un bouton, 24 heures après, ils ont un moteur de fusée fonctionnel. Mais encore une fois, on dit pas que c'est mieux, on dit que c'est différent. Ça répond à un besoin différent. Donc on n'aime pas le terme all space. C'est voilà, ni new space. Il y a de la place pour tout le monde, en fait. Ça, on l'a déjà dit, hein, c'est notre tir le 19 août dernier en Nouvelle-Zélande. On va accélérer un petit peu. Donc, je crois qu'on a déjà parlé. Hein. Donc, c'est le live, le tir en live. Donc, on était sur place. Hein. On s'est fait notre séminaire d'entreprise à 8 en Nouvelle-Zélande. Il y a pire, je vous le garantis. Et oui, ça c'est pour un petit peu pour la blague, mais dans une petite PME de 10 personnes, New Space dynamique, on peut se permettre de communiquer différemment. Voilà, à base de bière et de Stan Smith, ce genre de choses. On s'en prive pas. Donc voilà. Là, c'est nos différents contacts. On essaie d'être un peu à jour sur les réseaux. C'est pas notre cœur de métier. Et je vous propose, pour terminer, je vous donnerai une petite vidéo promo du service qu'on lance. Voilà, ça vous explique un petit peu plus. The Unseens. Switching off their beacons to become untrackable, threatening security, endangering the environment, compromising safety. Now is the time to open your eyes with Unseen Labs CubeSats Constellation, the dedicated maritime surveillance service based on electromagnetic intelligence. For all boats, including non-cooperative vessels. We trace, you track. Here, there, everywhere. Now you know. See the Unseens. Merci à tous nos speakers. Juste avant de vous inviter à retrouver la scène, on va juste présenter Hélène, qui s'occupe ce soir de la facilitation graphique. Pardon. Je propose qu'on mette ça au milieu et que tu nous racontes un peu l'histoire de... oui, pardon. T'arrives juste après, excuse-moi. Je vais refaire le débat. Je vous ai excusé. Non, c'est bon. J'ai invité les speakers à me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. J'ai un peu sauté une étape. Allô. Oui. Du coup, le public, on va faire passer des micros. Si vous avez des questions, c'est maintenant. N'hésitez pas. Bonsoir. Ça va. Top. Et on va commencer avec la première question. Bonjour, j'avais une petite question, donc je pense que ça concerne un peu tout le monde. Moi j'avais une question par rapport à la loi, comment est-ce qu'elle est régie dans l'espace? Et surtout, il va y avoir je pense une grosse concurrence dans l'espace et toutes les startups, toutes les entreprises qui vont pouvoir posséder des espaces dans l'espace justement. Et il n'y aura pas des volontés de nuire entre entreprises ou entre pays, et comment justement la loi elle protège? Vas-y. Alors nous c'est un petit peu spécial parce qu'on est en orbite très basse et on est français. On a de la chance, pour une fois en France, on est un tout petit peu en avance à ce niveau-là, au niveau mondial, c'est qu'on a une loi de l'espace.
qui est géré par le ministère et par le CNES sur la partie technique, qui nous oblige, on est obligé donc de faire la preuve par design des plans du satellite, que le satellite sera désorbité, on en parlait tout à l'heure, en moins de 25 ans. C'est-à-dire qu'on doit garantir qu'il ne deviendra pas un débris incontrôlable. Ou au moins, il peut tomber en panne au bout de 5 ans, mais il ne restera pas plus de 25. Donc ça passe par des calculs, de la propulsion qui permet de les orbiter. Donc nous, on a fait le choix sur les premiers de ne pas avoir de propulsion et de lancer assez bas. En fait, c'est les lois de la physique qui nous garantissent qu'en moins de 25 ans, on va rentrer dans l'atmosphère. Donc ça implique aussi de ne pas mettre des matériaux trop durs, pas des matériaux toxiques dedans, il n'y a pas de plomb, il n'y a pas de tungstène hyper résistant qui va résister à la rentrée atmosphérique. Donc voilà ce qu'on peut répondre. Après aussi dans le monde des CubeSats, il y a vraiment une politique zéro débris. Il y a une chose intéressante technologiquement, c'est typiquement pour le déploiement des antennes, c'est des petits fils qui les maintiennent. C'est des fils qui brûlent quand on met une tension dedans, et ça brûle les fils et ça libère les antennes. Ces fils-là, en fait, ça paraît un peu débile, mais on a passé énormément de temps à être certain qu'il n'y a pas un bout de fil qui va partir flotter à côté du satellite, quoi. Donc c'est vraiment c'est tout ça qui fait qu'on voilà. Après, les problèmes sont différents pour Du coup, ça c'est la partie pollution. La partie agressivité dans l'espace, oui, il y a des pays qui commencent à bosser sur le sujet. On ne les citera pas, mais ils sont bien connus. Il y a des pays qui font la démonstration de destruction de satellites en orbite aussi, ce qui est pas très malin entre nous, mais c'est aussi une manière d'affirmer sa capacité en orbite. Et après, au niveau de la réglementation de tout ça, il n'y en a pas dans l'espace. C'est-à-dire que les réglementations, là, OneWeb en parlera beaucoup mieux que nous, c'est sur les réseaux de communication, donc là, les fréquences. Nous, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a quelques stations de communication, mais on n'a pas besoin de les déployer dans tous les pays. Mais après, on fait tout ce qui est observation de l'espace, on fait ce qu'on veut. Donc, ce qui est assez pratique. Pour nous, c'est un petit peu différent. Il y a deux types de réglementations. Il y a les réglementations qui définissent à quelle altitude on a le droit d'envoyer les satellites. Donc ça, c'est pour les parties physiques, les objets qu'on va faire tourner. Et il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de collision entre les différents satellites. Donc là, il y a des règles qui sont définies, essentiellement des règles qui sont définies par l'ITU, donc l'organisme global dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et après, il y a un autre type de règles qui sont sur l'usage des fréquences et avoir le droit d'opérer. Donc même si vous avez le droit d'avoir des fréquences, même si on vous donne un spectre global dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut que chaque pays donne l'autorisation pour avoir le droit d'utiliser le trafic au-dessus de la zone qui est survolée par le satellite. Donc il y a des réglementations à la fois globales et des réglementations locales. Et après, il y a un autre niveau de réglementation, c'est que vous avez parlé tout à l'heure d'avoir des antennes au sol pour chacun des utilisateurs, dans les entreprises, sur les camions, les bateaux et autres. Mais il faut que ces terminaux aient également une licence pour avoir le droit d'opérer dans le pays. Donc il y a un très très gros travail réglementaire, et c'est un travail réglementaire qui se fait à 3 niveaux. Alors en parlant de l'ITU, on est passé par là aussi, hein, c'était un gros boulot pour nous, sauf qu'évidemment ça n'a rien de comparable parce qu'on n'adresse pas la planète entière, mais on connaît très bien ça et on est dans les mêmes niveaux de discussion. Hein, Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Oui. J'ai une question à propos de OneWeb. Vous disiez au début du pitch que vous comptiez connecter les écoles à travers le monde et qu'il y avait des centaines d'écoles qui actuellement n'étaient pas connectées. J'aimerais savoir si vous avez réellement un objectif du coup plutôt social derrière, ou alors si c'est plus une politique marketing, parce qu'en tant que start-up, ça doit pas être très simple d'avoir des objectifs un petit peu sociaux quand on essaye plutôt de faire du chiffre d'affaires. En fait, c'est pas incompatible. Et c'est pas incompatible pour une raison assez simple, c'est que là où les écoles ne sont pas connectées, il n'y a pas de conflit avec un trafic sur d'autres types d'applications. Par exemple, une des grandes zones qui est mal connectée, c'est l'Afrique. Il n'y a pas de conflit avec des avions qui survolent, parce qu'il y a très peu de trafic aérien. Il y a très peu de trafic maritime. Donc vous pouvez très bien avoir une approche où vous vous connectez au maximum d'écoles en Afrique, ce qui ne vous empêche pas d'avoir une politique où vous équipez les compagnies aériennes européennes ou américaines ou asiatiques avec de la connectivité dans les avions. Même chose sur les bateaux. Donc ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on définit des grandes zones. Et dans ces grandes zones, il se trouve que c'est là où on a la chance d'avoir à la fois des écoles non connectées et relativement peu de conflits de trafic avec d'autres types d'usages. J'ai pour ma part une question pour Unseen Labs. On a bien saisi que vous avez une question à laquelle vous ne souhaitez pas répondre.
Je suis ici. Vous souhaitez pas y répondre. Je vais vous demander juste de me dire précisément quelle est cette question. Ça a l'air d'être lié à votre mode de détection pour les navires. C'est ça. On parle pas de ce qu'on écoute comme type de signaux et on parle pas de comment on le fait. En gros, quel est le contenu de la charge utile, quoi. Parce qu'on est trop petit et en face de trop gros. D'accord. Et ma deuxième question, c'était de savoir, vous avez de la concurrence sur le secteur sur ce type d'écoute? Alors sur ce type d'écoute, c'est très étatique, hein, donc c'est le club Russie, États-Unis, France, Europe et Chine, ouais, Chine beaucoup. Donc c'est des choses qui se font depuis assez longtemps, hein, depuis les années 60. Voilà, donc on est les premiers en Europe. On a un gros concurrent américain qui est lui encore très très militaire. Voilà, mais après ça va venir. Hein. Un marché sans concurrence, c'est louche. Donc, voilà. Et là, la remarque sur les concurrents qui sont très militaires, nous aussi, c'est un parti pris. On fait pas de guerre électronique parce que nos capacités pourraient nous permettre de faire la guerre électronique, on le fait pas parce que ça évite de marcher sur les plates-bandes déjà. Enfin, ce sont des discussions au niveau de l'État, on va dire. Mais la guerre électronique, c'est Airbus et Thales qui la font en France et en Europe. Donc nous, on n'en fait pas. Ça évite de se mettre des gens à dos, c'est déjà pas mal. Et puis après, nous, c'est vraiment orienté vers le marché civil. C'est la sécurité en mer. Donc on travaille avec les marines militaires, mais dans le cadre de l'action de l'État en mer. Parce que en gros, c'est la police des mers. Hein. C'est ceux qui vont aller contrôler les bateaux, c'est ceux qui vont contrôler les pêches. Donc il n'y a pas de défense dans Unseen Labs. C'est de la sécurité de la mer et de renseignement économique, ce genre de choses. Voilà. C'est très important parce que ça nous permet de justifier auprès de nos clients qu'il n'y a pas de... il y a le mot renseignement dans ce qu'on fait. Renseignement, tout le monde pense aux espions, etc. Ce qui n'est pas complètement faux pour certains opérateurs. Mais nous, ça nous permet de, vis-à-vis de nos clients, de nous abstraire de ça, de dire l'État français ne vérifie pas ce qu'il y a dans nos données, ne filtre pas nos données, et ce qu'on vous vend, c'est vraiment ce qu'on observe de l'espace, parce qu'on fait de la sécurité et pas de la défense. C'est quand même un truc important. Bonsoir. Alors, moi, je me posais la question, s'il y a plein d'entreprises qui font des constellations, est-ce qu'on risque pas une pollution visuelle, en fait? Ça, c'est une très bonne question. Il faut faire très attention parce que toutes les constellations ne sont pas forcément comparables. Ce qui était assez troublant il y a quelques semaines, c'est quand SpaceX a lancé ses premiers satellites, et il y a un observateur à l'ONU qui a vu passer les satellites au-dessus de sa tête. Il y a des gros débats qui ont eu lieu, en particulier avec les sociétés d'astronomie, qui ont peur que ça pollue l'espace et que ça empêche d'avoir des astronomies, enfin des visées astronomiques qui soient claires. Donc il faut faire attention quand on design le satellite, de réduire au minimum la réflexion du soleil, d'utiliser des matériaux qui évitent ce genre de choses, et il faut éviter de voler en orbite trop basse pour pas que ce soit visible à l'œil nu. Donc nous, on a essayé de faire le maximum pour que ce soit pas visible à l'œil nu, et on pense qu'on n'est pas visible à l'œil nu. Nos 6 satellites ne sont pas visibles à l'œil nu, mais par exemple les satellites de SpaceX le sont, et ça c'est un des sujets sur lesquels il faut faire très attention. Il y a un problème de débris, et il y a un problème de visibilité du satellite à l'œil nu. Et après, il y a des gens qui font clairement n'importe quoi. L'année dernière, il y a eu une espèce de boule à facettes qui a été envoyée dans l'espace pour fêter je sais pas quoi. Et c'est vrai que c'était problématique pour l'astronomie. Donc tout ça, c'est en train de se réguler, et la tendance est vraiment à pour une fois, la planète se met d'accord pour pas voilà. Et si vous regardez sur YouTube, j'en vois quelques-uns qui ont leur smartphone actif. C'est vrai que sur YouTube, il y a des vidéos qui passent de ceux qui vont faire la publicité dans l'espace. Donc la capacité à passer un message publicitaire à partir d'un micro ou d'un mini-satellite. Et ça, c'est clairement des choses sur lesquelles il y a des problèmes éthiques qui vont se poser. Il y a beaucoup de gens qui sont contre ce type de développement, parce que c'est clairement considéré comme un bien commun, et c'est inacceptable de faire la publicité, en tout cas pour beaucoup de gens, et donc ils sont en train de freiner ce genre d'initiative. Mais s'il n'y a pas de régulation, c'est des choses qui peuvent techniquement se faire sans aucun problème. Après, il ne faut pas être naïf. Hein. La régulation ne se fait pas que pour l'écologie et pour le bien de tous. Ça se fait parce qu'il y a des énormes enjeux de souveraineté nationale, pour ne pas dire militaire, et que, pour une fois, ça va dans le bon sens dans le terme de régulation, quoi. C'est-à-dire que voilà, les enjeux sont tellement énormes que personne ne peut se permettre de faire n'importe quoi. Bonjour. Moi, je découvre le secteur spatial avec vous et je me demande, est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de satellites au-dessus de nous, ça a un effet sur l'humain? Vous voulez répondre, celle-là?
Je vais peut-être passer. Non. Pour l'instant non, mais c'est vrai que la Alors, science, on ne sait pas. Je vais essayer de faire. Comment dire, tout à l'heure, je vous expliquais que le signal n'arrive pas directement sur votre smartphone. Il passe par une antenne. Et il y a une raison, c'est que si on faisait des smartphones pour recevoir directement le signal serait trop puissant par rapport à votre smartphone. Donc c'est considérablement plus faible que les ondes que vous recevez par exemple de la station 4G ou 3G qui est à côté de chez vous, mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc il faut faire attention à la quantité. Il y a tout ce qui est radio-signal est régulé. Vous avez entendu parler du SAR, je ne sais pas comment on dit en français, qui sont la quantité maximum d'ondes qu'on a le droit d'émettre en fonction d'une certaine distance. Et donc il faut faire très attention à ça. Et donc on est également soumis à ce type de régulation. Il faut que nos antennes ne dépassent pas ça. Et il faut que les émissions envoyées par les satellites ne dépassent pas les réglementations en question. Donc c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention. Et c'est encore l'ITU qui s'occupe de ça. C'est-à-dire que certains pays nous demandent de justifier qu'on n'émet pas plus qu'un certain nombre d'énergie par mètre carré au sol. Et c'est facile à justifier, mais oui, ça fait partie de la loi. Et pareil pour les stations au sol de réception de données. Donc il y a l'ITU qui gère les fréquences, le droit d'utiliser une fréquence. Et après, il y a les pays qui ont leurs autorités. En France, j'ai un truc de mémoire, je ne sais plus. L'ARCEP, ouais, qui vient valider sur le site la quantité d'émissions d'ondes de vos antennes. Et encore une fois, on doit être en dessous des seuils légaux pour avoir le droit d'utiliser une antenne dans un lieu donné. Donc tout ça, c'est très contrôlé. Pour l'instant, tout se passe bien. Et l'ordre de grandeur est bien. Hein, c'est pour l'instant le pire en termes de radioémission, c'est les antennes 4G qu'on a autour. Et le pire, c'est quand on capte mal, parce que là, l'antenne envoie à bloc pour voilà. Donc on a. Voilà. Il y a plus de risques de ne pas mettre de headset avec votre smartphone que d'avoir des antennes satellites au-dessus de vous. Juste comme ça, en passant, parce que c'était mon métier avant. C'est toujours bon à savoir. J'ai une autre question sur. Pardon. Ici. On avait juste coupé une personne, je crois, qui a une question. Est-ce que c'est des choses que vous mesurez, que vous anticipez aujourd'hui? Déjà, vous allez contribuer à faire exploser clairement l'industrie du numérique, qui est déjà une des plus polluantes. Vous avez un partenaire bientôt qui est Amazon, qui est une des structures les plus polluantes au monde. Comment vous positionnez par rapport à tout ça dans un moment de l'histoire où l'environnement est extrêmement important? Donc on n'a pas Amazon comme partenaire. Je sais pas si non, c'est un concurrent. Ah, oui. Mais c'est pas grave parce qu'on est effectivement dans le même secteur. Donc sur la pollution, il faut regarder tous les différents éléments de pollution. Un des éléments importants, c'est la pollution de ce qu'on envoie dans l'espace, pour éviter de créer des débris ou de laisser les satellites. Donc on en a parlé tout à l'heure. Il faut que les matériaux, il faut que les fins de vie, tout ça fasse en sorte qu'il n'y ait pas d'éléments qui vont redescendre sur Terre et qui vont perturber. Vous voyez. Après, il faut faire en sorte que les fusées qui envoient n'envoient pas trop d'émissions. Ça, c'est des choses qui sont contrôlées. Ça fait des années. C'est pas ça qui va polluer, qui va fortement polluer. Oui, nous, on a fait le calcul en fait. Les équipes Unseen Labs qui ont fait les allers-retours en Nouvelle-Zélande pour les satellites, on a consommé plus de kérosène que la fusée, largement plus. L'impact humain quand on part en vacances. Voilà, vous consommez beaucoup plus. Le trafic aérien est considérablement plus polluant que les fusées. Pour donner un peu une idée, on va envoyer 30 fusées. On va envoyer 30 fusées sur 1 an et demi. Et ça va à peu près faire la pollution, je pense, que l'aéroport de Nantes sur les 3 prochaines semaines. Ouais. Alors justement, les lanceurs commencent à y penser. Typiquement, nous, on travaille avec Rocket Lab sur les premiers satellites en Nouvelle-Zélande. Et eux, leur carburant, c'est pas tout à fait le même que les autres. C'est un carburant un peu plus vert. On ne veut pas dire que c'est pas du tout vert, hein, voilà. Mais c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Parce que eux, typiquement, leur objectif, c'est d'être capable de tirer une fusée toutes les 48 heures. Donc là, on commence à arriver à des niveaux d'émissions qui commencent à être franchement... compliqué à gérer. Donc voilà, ça fait partie de la stratégie. Et il y a des gammes de nouveaux moteurs qui sont en train de développer avec des carburants qui deviennent solides et plus liquides, des choses non polluantes, etc. Donc c'est un sujet qui n'est pas encore résolu, mais qui est à l'ordre du jour pour pas mal de gens, je vous rassure. Mais c'est pas génial, on est d'accord. Hein, c'est pas...
moi, je travaillais dans l'aviation civile avant. Un avion au roulage sur un aéroport consomme 1 tonne de carburant par minute. Donc, quand vous savez que sur l'aéroport de CDG, il y a 20 minutes de roulage pour arriver jusqu'à la piste, vous multipliez par 48 avions par heure par piste, la fin de la journée, ça fait comme si vous avez envoyé 40 fusées. Et on parle pas des bateaux. En fait, donc il y a un problème global, on est tout à fait d'accord, mais qui n'est pas encore complètement fou par rapport à, malheureusement, à l'existant. En fait, il y a une question plus... Il y a aussi, pour ceux qui ont lu l'interview du CEO d'Airbus hier dans Le Monde, dans les Échos, je ne sais plus, il faisait un commentaire parce qu'on le critiquait sur la pollution faite par l'aviation civile. On lui posait la question, l'aviation civile pollue trop. Et sa réponse a été oui, mais ça pollue moins que l'Internet. Donc, il y a clairement une réflexion de fond sur ce qui pollue le plus. Parmi les plus gros polluants, c'est ce que vous utilisez tous les jours, c'est Facebook. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent des serveurs. Google. Donc en fait, le monde de l'Internet n'a pas encore fait son évolution écologique, qui est de ne pas utiliser comparant. Donc je pense que quand on regarde le bilan écologique, il y a les carburants qu'on envoie sur les fusées, il y a un travail qui est fait dessus, et c'est pas suffisant, mais il y a un gros travail qui est fait avec les différents, alors là en l'occurrence notre concurrent partenaire Amazon et autres, sur lequel il y a un gros travail sur la pollution créée par Internet, à laquelle on contribue tous les jours, en utilisant nos réseaux sociaux en particulier. Les serveurs sont les plus gros consommateurs d'électricité et parmi les plus gros facteurs d'émissions de CO2. Donc ça, c'est un sujet. Et donner accès à plus de gens à Internet, ça va créer une difficulté qu'il faut qu'on adresse à travers des initiatives, en particulier d'Internet moins polluant. Il y a beaucoup d'initiatives dans ce domaine-là, à laquelle nous, on va essayer de contribuer au maximum de nos moyens. Mais je voudrais juste rappeler une chose, c'est que toute l'industrie du spatial est en train d'exploser. Même avec son explosion en 2028, ça représentait moins de 1% des connectivités Internet dans le monde. Donc ça reste extrêmement marginal par rapport à l'intégralité des connexions et de l'Internet que vous allez utiliser tous les jours avec le réseau qui est en face de l'autre côté de la rue. Donc il faut aussi relativiser les choses et l'importance de l'explosion de cette industrie. Ça va représenter moins de 1% même dans 10 ans. J'ai une question pour Unseen Labs de nouveau. Vous disiez tout à l'heure que votre premier lancement de satellite va vous permettre d'accéder à des données commercialisables ou commercialisées d'ores et déjà. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si toute ou partie de ces données sont utilisées par la marine pour protéger contre ce que vous citiez tout à l'heure, toutes les dérives, le dégazage, les bateaux pirates finalement qui font sauter leurs balises AIS? Alors, les noms de nos clients ne sont pas publics, mais nous, clairement, c'est le marché. De toute façon, faut pas rêver, la surveillance maritime, c'est ça, c'est basé sur la protection. Donc, ça tombe bien, c'est un critère écologique, protéger les ressources maritimes. Sauf qu'en fait, nous, on voit ça comme un problème écologique, les États voient ça comme un problème économique. Donc, ce qui permet de très très rapidement, tout le monde est content. Quand l'économie rejoint l'écologie, c'est à peu près à ce moment où on arrive à faire des choses à peu près positives. Et il suffit de regarder, vous parlez de piraterie. La piraterie, que ce soit dans le golfe de Guinée ou de l'autre côté au large de la Somalie, c'est parce que tous les gens qui vivent sur les côtes, historiquement là-bas, c'est des pêcheurs. Ils vivent de la pêche. Maintenant, avec les flottes de pêche du monde entier, de pays qu'on ne citera pas, mais qui ne sont pas forcément très éloignés de la France, ces gens-là peuvent plus travailler. Donc ils peuvent plus faire manger leur famille, et donc ils deviennent pirates. En fait, on se rend très vite compte en analysant de manière super macro les problématiques maritimes que c'est effet boule de neige. Donc et les États l'ont très bien compris. Donc il y a actuellement une vraie volonté des États de résoudre ces problématiques. Et on a la chance que l'écologie croise l'économie. Donc
Parce que c'est vrai qu'il faut remettre, un peu se rendre compte ce que c'est qu'une campagne de pêche illégale. Hein. C'est une dizaine de navires-usines gigantesques qui viennent avec une cinquantaine, une soixantaine de petits navires. Et ils font des allers-retours sur les zones de pêche. Donc ils n'ont pas le droit d'entrer dans certaines zones de pêche, donc ils envoient que les petits navires qui font des allers-retours, qui remplissent les gros. Et les gros, ils restent 1 an, 2 ans en mer. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes ravitaillés et vidés les... Enfin bref, c'est vraiment une industrie. Et les mecs, ils se mettent en zone de pêche interdite et ils empêchent les gars du coin de pêcher. Donc ils font comment? Ils font des ronds dans l'eau avec leurs gros navires et ils font chavirer les petits et puis ils rentrent chez eux. Et donc c'est vraiment... c'est d'industrie, quoi. C'est ça. Quand on parle de pêche illégale, hein, c'est pas le pêcheur au large de Noirmoutier qui va pêcher illégalement à Cap Dorade. Hein. C'est des bateaux avec des centaines d'hommes d'équipage et on parle de millions de tonnes de poissons pêchés dans des zones. Donc, moi, j'ai une petite question. On a parlé beaucoup de satellites, de communication et de tout ce qui pouvait se faire. Le New Space, c'est aussi la conquête spatiale, avec SpaceX qui est très focus sur Mars. Il y a aussi des plans pour aller sur la Lune, notamment en 2024. Vous qui êtes un peu expert de ce domaine, du domaine spatial, quels sont vos avis sur ces ambitions, sur les deadlines qui se sont imposées, sur les chiffres qui sont annoncés? il y en a certains qui vont les tenir. Hein. Je crois que quand on regarde côté SpaceX, tout le monde se moquait d'eux. Enfin, les gens du domaine disaient c'est pas possible ce qu'ils vont faire, etc. Ils l'ont fait. Donc là, ils annoncent encore des choses qui ont l'air impossibles pour certains. Donc je pense qu'on peut assez sereinement dire qu'ils vont le faire. Et voilà. Et après, il y a une vraie volonté de se tourner vers l'espace. Il y a le côté un peu communication, aller sur la Lune ou aller vers Mars. Ça peut paraître un peu étonnant pour des gens quel est l'intérêt d'aller sur la Lune ou sur Mars, mais au-delà de ça, il y a les ressources minières dans l'espace, il y a toutes les ressources qu'on n'a pas sur Terre, qu'on n'a pas assez sur Terre. Clairement, il y a d'autres sociétés qui sont plus discrètes, qui travaillent sur ces sujets, et économiquement, c'est extrêmement viable. Et il y a une autre industrie qui, pour répondre à votre remarque, qui peut faire réagir. Il y a une industrie qui est en train d'émerger, qui est en particulier une industrie qui est développée par Virgin Galactic. Et sur Virgin Galactic, c'est l'ouverture du tourisme spatial. Donc c'est la possibilité à toute personne ici qui aurait fait fortune dans sa start-up de mettre une partie de ce qu'il a gagné pour aller faire un voyage dans l'espace. Et ça va donner la possibilité d'être en apesanteur, de faire un voyage qui va rester en apesanteur entre 20 et 40 minutes, je ne sais pas exactement, et de redescendre grâce à un système où en gros vous décollez avec un gros avion, vous avez une espèce d'avion fusée qui est collé sous l'avion. Quand vous arrivez au maximum de l'altitude possible avec le gros porteur, vous décrochez, vous allumez un booster, vous allez dans l'espace, vous passez 40 minutes, après vous redescendez. Pour regarder sur Internet, il y a des vidéos sur YouTube qui sont assez fascinantes. Et ça, c'est une industrie qui va démarrer à partir de l'année prochaine. Donc c'est aussi une grosse question à se poser, c'est est-ce que c'est utile que d'envoyer des millionnaires ou des milliardaires faire un tour dans l'espace pour avoir ce type d'expérience. Et sachez que c'est une industrie qui est sur le point de démarrer. Et de manière générale, on peut se poser la question de l'humain, on parle de Mars et la Lune. Alors, c'est une certaine manière d'envoyer des astronautes se poser là-bas, ça ne sert pas à grand-chose, hein, à part pousser la techno. En fait, c'est franchir des barrières, hein, il y a un peu de com, ça fait rêver les gens, mais en soi, ce qui est difficile, c'est de sortir d'un puits de gravité. Si c'est pour y retourner sur notre puits de gravité, autant rester... Voilà. Donc, mais ça fait partie du rêve, ça fait partie de pousser les technos. Il faut des contextes particuliers. On parlait de la guerre froide dans l'introduction. C'est des contextes particuliers qui font avancer l'humanité. On ne sait pas trop où ça va. Prenons des précautions, mais nous mettons pas des barrières non plus, quoi. Voilà. Devant nous, on a un peu quelques-uns qui vont peut-être vouloir entreprendre, créer des boîtes. Comment aujourd'hui, si on n'est pas ingénieur sorti du MIT, on peut se lancer dans le domaine spatial? Je peux déjà répondre à la question, je ne suis pas ingénieur et je ne suis pas sorti du MIT. Quel parcours du coup on peut avoir peut-être pour rejoindre le domaine spatial? C'est comme tous les autres domaines, il faut avoir envie, il faut comprendre, il faut répondre à ce qu'on appelle en anglais un pain point, une difficulté, un sujet que vous voyez qui est intéressant, un besoin, et on crée à partir de là. Et nous, on a chez OneWeb beaucoup d'ingénieurs évidemment, et pas mal d'ingénieurs du MIT, mais il y a beaucoup d'ingénieurs il y a beaucoup de gens qui ne sont pas ingénieurs, des gens qui ont une approche commerciale, marketing, produit, vous avez tous les types de profils, et justement c'est ce qui fait que c'est intéressant. Nous, on a essayé de constituer une équipe avec pas que des gens qui viennent du satellite, et pas que des gens qui viennent du monde des fusées. D'abord, parce que c'est pas forcément très drôle, et surtout si vous voulez innover, si vous voulez être un peu disruptif et faire les choses autrement, vous évitez la consanguinité, vous évitez les gens qui viennent tous du même secteur.
Et donc c'est ce qu'on essaie de faire au maximum, et on fait venir des gens d'un peu partout. C'est ça qui est sympa à la fois en termes de nationalité, d'origine, de profil, et c'est comme ça qu'on essaie de monter la boîte. Donc moi, dans mon équipe, j'ai des gens qui ont des profils qui sont très très variés. Et pour une plus petite boîte, en gros, le credo, c'est faites ce que vous savez faire. Donc, si vous n'êtes pas ingénieur, je suis désolé, vous ne saurez pas faire de satellite. Mais c'est pas grave, parce que, par contre, entourez-vous des gens qui savent faire ce que vous ne savez pas faire. Nous, du coup, on est ingénieurs, mais par contre, on n'est pas commerciaux, ni comptables, ni juristes, ni rien. Donc, ça, on ne sait absolument pas le faire. Et c'est aussi des briques extrêmement importantes dans une société, fondamentales. Donc, je pense qu'il y a, à part quelques génies, il n'y a personne qui sait faire une boîte à 100% de A à Z tout seul. Je connais. J'ai même poussé la provocation un peu loin. Quand on discute avec nos investisseurs, ils comprennent qu'on a beaucoup d'ingénieurs qui sont capables de faire la partie technique, et ils comprennent qu'il y a pas mal de gens qui sont capables de faire ce qu'on est capable de faire d'un point de vue technique. Et à chaque fois, ils nous posent les mêmes questions. Ils nous posent des questions sur l'approche commerciale, ils nous posent des questions sur en quoi vous allez être différent, en quoi vous allez être meilleur, comment vous allez commercialiser, qu'est-ce que vous allez faire. Et ça, c'est des questions qui peuvent être répondues par beaucoup de gens. C'est pas des questions de spécialistes ou de professionnels qui sont directement sur ce secteur-là. C'est ça qui est important à bien maîtriser. Donc, moi, je passe mes journées avec des discours avec des investisseurs, et c'est ça qui les intéresse. Parce que, d'une certaine façon, la technique, ils pensent qu'on va réussir à trouver la solution. Par contre, tous les autres aspects qui ne sont pas techniques, c'est là où ils se posent des vraies questions. Oui, ça devient négatif. Une boîte d'ingénieurs, ça fait peur. C'est-à-dire, les mecs, ils vont faire n'importe quoi, ils vont bricoler des trucs, ils ne savent pas où ça va aller. Non, et après, vous arrivez, quand vous avez des gens qui sont trop ingénieurs, de cette façon, vous avez l'approche technologique des choses. Donc, quelle est la nouvelle techno qui va arriver? Quels sont vous avez des roadmaps, tous les fournisseurs viennent vous voir avec des roadmaps de choses qui vont arriver. Et donc, vous pourriez dire, je vais mettre tout ce qui est bien, et je vais faire ma prochaine génération comme ça. Mais c'est la meilleure façon de vous tromper. Toute démarche doit partir de quels sont les problèmes que je veux résoudre, quelle est la demande que je vais essayer de résoudre, et c'est ça qui est compliqué. C'est pas de savoir quelle est la nouvelle techno qui va être disponible, c'est qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous allez le faire. Et après, vous avez une réponse technique. On était un peu arrivé au terme du débat, on a un petit peu de retard. Merci beaucoup à vous trois, c'était extrêmement intéressant. Merci. Merci. Je vais vous inviter à vous installer devant, à bientôt passer au cours de pitch. Et là, je vais pouvoir appeler Hélène pour la facilitation graphique. Merci à vous. Vous pouvez encore les applaudir, s'il vous plaît. Ok, c'est bon, ça marche. Donc ce soir, on était un peu dans les étoiles. On a parlé du New Space, qui représente beaucoup d'horizons et beaucoup d'argent, qui est un monde assez complexe, mais soutenu avec un écosystème mondial et français qui est très riche, et que c'est pas juste une histoire d'aller décrocher la Lune et d'aller aller dans l'espace. Il y a plein de champs d'application au niveau de l'imagerie, au niveau maritime, au niveau de la connexion Internet, de pouvoir connecter tout le monde. L'objectif à terme pour les deux startups qui étaient présentes ici, Unseenlabs et OneWeb, c'était de pouvoir développer aussi des constellations pour avoir plus de quantité d'informations et donc d'avoir plus de qualité. Et donc on a pu aussi balayer de nombreux enjeux, notamment évidemment technologiques, vu le sujet, réglementaires, parce que l'espace appartient à personne, mais tout le monde est un peu frileux apparemment. La pollution et le design des satellites, de comment ils reviennent après, je ne me rappelle plus du terme technique, mais on l'excusera. Des enjeux politiques qui sont liés aux dimensions réglementaires, des enjeux qui sont également commerciaux pour vendre les offres, et donc aussi par rapport notamment à OneWeb, des enjeux qui peuvent être sociaux et pas forcément incompatibles de ceux économiques, donner Internet à tout le monde. Et potentiellement des enjeux éthiques et des enjeux de santé qui font qu'aujourd'hui on n'a pas forcément de recul là-dessus, et avec un point où faire attention aux dérives et pouvoir un peu contrôler ce vaste univers qui va peut-être être bientôt colonisé par des satellites. Totalement. Bonne soirée.